Chers téléspectateurs, aujourd'hui, le samedi 20 septembre 2025, nous voulons être fidèles à notre rendez-vous. Et pour commencer, je vous salue tous. Et je vais commencer par vous donner quelques informations. Mais il y en a une que j'ai jugée importante et sur laquelle je vais m'appesantir avant que nous ne rentrons dans la thématique d'aujourd'hui. En termes d'information, je commencerai par vous dire que nous avons parlé du webinaire. Je vous avais présenté mes excuses parce qu'initialement, on avait pensé le réaliser le 12 septembre. Nous l'avons reporté et finalement, je vous donne l'information que c'est dans une semaine, c'est-à-dire le samedi prochain, samedi 27 septembre à 18 h, que nous allons réaliser le webinaire, c'est-à-dire cette conférence en ligne où je ferai un petit exposé liminaire et j'essaierai et je tenterai de répondre aux questions qui me seront posées. Je crois que nous serons nombreux au rendez-vous et j'espère que les choses se passeront très bien. Au-delà du webinaire, je donne une information également. Vous savez que je suis président du Parti social-démocrate congolais. Et dans ce cadre, avec un certain nombre d'autres partis, nous avons tenu, dimanche dernier, le 14 septembre, l'Assemblée constitutive de ce que nous appelons le Rassemblement des forces du changement. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, en ce jour mémorable du 14 septembre 2025, il m'échoit l'honneur et la responsabilité en tant que président sortant, de vous adresser ces mots d'ouverture au lancement de notre Assemblée générale constitutive du Rassemblement des forces du changement RFC. Nous nous réunissons aujourd'hui, par-delà les différences, en visioconférence entre le Congo et la France, pour donner naissance à une organisation politique qui, j'en suis convaincu, marquera un tournant dans l'histoire contemporaine de notre pays. Le Rassemblement des forces du changement n'est pas une initiative de circonstance. Il est l'expression d'une volonté profonde, celle de bâtir une force politique, patriotique, crédible et organisée, capable de porter la voix du peuple, de défendre la souveraineté de notre État et de promouvoir la justice sociale, la liberté et l'unité nationale. C'est pour cela, sans modestie aucune, nous tenons à remercier très sincèrement et très franchement le président du Congrès du peuple, Marcel Nguitoukulu, pour cette initiative qu'il a prise en 2024 et qui commence à donner ses fruits. Nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée toute particulière pour nos frères, nos leaders, nos combattants qui en 2016 ont incarné cette volonté de changement, à savoir Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissa et d'autres qui purgent actuellement leur 10e année à la maison d'arrêt de Brazzaville. Par la même occasion, ayons une pensée pieuse et noble pour notre frère, notre combattant, Guy Brice Parfait Kolela, qui a perdu sa vie lors de l'élection présidentielle de 2021 et qui nous a laissé un testament très fort que nous n'oublierons jamais en ce qui concerne le changement. Chers compatriotes, nous avons aujourd'hui un rendez-vous avec l'histoire. En posant les bases de ce mouvement, nous affirmons notre engagement à tourner la page des dérives, des injustices et des divisions pour ouvrir celle de l'espérance, de la réconciliation et du renouveau. Je vous invite à travailler dans un esprit de responsabilité,
de discipline et d'unité, afin que cette Assemblée générale consacre véritablement la naissance d'un instrument politique au service exclusif du peuple congolais. C'est après avoir prononcé ces mots que je déclare ouverts les travaux de l'Assemblée générale constitutive du Rassemblement des forces du changement, RFC. Vive le Rassemblement des forces du changement, vive le Congo. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et je vous donne aussi la nouvelle à cette occasion. Avec beaucoup d'émotion, j'ai été élu président du Rassemblement des forces du changement. C'est une lourde responsabilité, mais je considère que c'est une mission difficile, certes, mais elle est à la fois exaltante et noble. Je sais qu'il y aura beaucoup d'obstacles et je sais qu'on essaiera d'y avancer. Maintenant, j'en profite pour vous dire que au niveau du Rassemblement des forces du changement, nous avons un exécutif qui est composé d'un certain nombre de personnalités, parmi lesquelles vous avez comme premier vice-président chargé de la prospective, de la communication, porte-parole du Rassemblement, Monsieur Marcel Nguitoukulu, qui est le président du Congrès du Peuple. Vous avez Jean-Jacques Serge Yombi Opango, le président du RDD, qui est chargé des relations extérieures. Vous avez Jean-Pierre Anyangoy, qui est le président du parti du peuple, le pape, qui lui est chargé des relations avec les institutions, avec la société civile et avec les confessions religieuses. Vous avez Christian Cyr Rodrigue Mayanda, qui lui est chargé de l'organisation, de la mobilisation de la jeunesse. Et enfin, vous avez Jean-Paul Ebenga, qui lui est chargé des relations avec les diasporas. Donc voilà, mais je tiens à dire qu'à cette occasion, de façon modeste, avec beaucoup d'humilité, je pense, j'ai lancé un appel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour nous rejoindre, afin que nous menons ce combat pacifique mais déterminé pour un Congo réconcilié, pour un Congo debout, prospère, uni, juste et libre également. Et j'ose espérer que vous allez nous rejoindre dans ce combat. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont dites, il y a beaucoup d'attentes, mais avec votre soutien, je pense que nous avançons. Et je remercie les amis, les camarades qui ont bien voulu me féliciter et m'apporter leur soutien dans le cadre de cette démarche. La troisième information qui est déjà suffisamment connue, c'est ce problème que nous n'oublierons pas, des accords entre le Rwanda et le Congo. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. De terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Pour lesquels il y avait certains aspects qui nous avaient choqués, notamment cette communication faite à la chaîne de télévision nationale rwandaise, à travers laquelle on avait fait apparaître qu'il y avait une mission des membres du secteur privé rwandais qui s'étaient rendus au Congo-Brazzaville et qu'ils avaient visité 2 sites de terrain d'une superficie cumulée de 980 km², qui était devenue la propriété rwandaise, et avec beaucoup d'enthousiasme, les opérateurs économiques rwandais se réjouissaient et estimaient avec beaucoup de joie de venir y faire de la culture du piment, du soja, du maïs et autres. Et je crois que ça avait créé une onde de choc au niveau de tous les Congolais, au-delà de tous les autres aspects. Et à notre avis, nous avions considéré cela comme inacceptable et intolérable parce qu'il s'agissait en fait
de la constitution de 2 enclaves rwandaises sur le territoire congolais, ce que nous ne pourrons jamais accepter, et je crois. Mais c'est pour ça que les Congolais se sont mis debout, même si aujourd'hui on peut constater qu'il y a l'accord sur la coopération militaire et technique, il y a l'accord cadre sur le partenariat économique, la promotion et la protection des investissements, qui n'ont jamais reçu l'autorisation de ratification du Parlement, ce qui nous amène toujours à nous demander et à réfléchir qu'est-ce que cela cache réellement. Mais en tout cas, nous avons dit, au-delà de ce que le porte-parole du gouvernement a annoncé le 5 juin, comme quoi ce dossier était clos, il était terminé, non. C'est de la diversion et c'est de la confusion. Nous maintenons ce que nous avons toujours dit, à savoir que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont dit non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords, et c'est ce que nous attendons. Maintenant, la 4e information est relative à un événement qui s'est célébré le 15 octobre, le 15 septembre. Vous savez que le 15 septembre, c'est la journée internationale de la démocratie. En fait, c'est un moment qui permet de réexaminer l'état de la démocratie à travers le monde, etc. Nous avons été surpris qu'au Congo, ça soit célébré de manière très sobre, alors que c'est extrêmement important. Nous avons suivi la déclaration faite par un représentant de l'Assemblée nationale et nous avons été un peu préoccupés de voir qu'au Congo, on est toujours dans l'autosatisfaction. Et on a peur des chiffres, on a peur des statistiques, alors que les statistiques sont des outils d'aide à la décision. Et ces statistiques sont très importantes. Je le dis pourquoi. Mais parce qu'au Congo, on dit on avance, le processus, non, il ne faut pas être dans la langue de bois. Lorsqu'on se réfère aux statistiques, notamment l'indice de la démocratie qui est calculé au plan mondial, l'indice de la démocratie du Congo depuis 4 ans est de 2,79 sur 10. Il ne bouge même pas. C'est quoi la démocratie? Le mot démocratie est un nom grec inventé à Athènes il y a 2500 ans. Il est composé de démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Il signifie donc le pouvoir par le peuple. À Athènes, les citoyens exerçaient le pouvoir à tour de rôle, grâce à un tirage au sort. Mais aujourd'hui, la démocratie, c'est toujours comme ça? En fait, non. Aujourd'hui, on vote pour les personnes qui vont prendre des décisions en notre nom. C'est la démocratie représentative. Dans les pays démocratiques, le pouvoir est détenu par plusieurs représentants du peuple. La démocratie, c'est donc le contraire d'une dictature ou d'une monarchie. En France, l'histoire de la démocratie commence ainsi avec la Révolution de 1789. Fini le roi, et fini les pouvoirs concentrés entre les mains d'un seul homme. En démocratie, les pouvoirs sont séparés en 3. Il y a le pouvoir exécutif. Par exemple, en France, c'est le président et son gouvernement qui donnent la direction au pays. Puis, le pouvoir législatif, qui vote les lois. Et enfin, le pouvoir judiciaire qui vérifie que des lois sont bien appliquées. C'est un système qui garantit que les libertés, l'égalité entre tous les citoyens et la justice sont respectées. Car vivre en démocratie, c'est vivre avec des droits. Le droit de se déplacer librement, de pratiquer sa religion, d'exprimer son opinion. Il y a de plus en plus de démocratie dans le monde. Mais de nombreuses personnes sont encore privées de liberté, dans des régimes autoritaires. Et le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. C'est quoi un dictateur? C'est un homme politique qui détient seul tous les pouvoirs dans son pays. Souvent, le dictateur a pris le pouvoir par la force, ou par des élections truquées, qu'il était sûr de gagner. Le dictateur est donc un dirigeant que le peuple n'a pas choisi librement. Sa présence à la tête d'un pays signifie qu'on est en dictature, et pas en démocratie. Comment des dictateurs peuvent-ils encore détenir le pouvoir? Primo, par leur volonté de le garder. Comme Jules César, dans la Rome antique, le dictateur avait pour mission de régler une crise en 6 mois. Quand Jules César fut nommé, il s'octroya un mandat de 10 ans, puis de dictateur à vie. Deuxièmement, par la peur qu'ils font régner. C'est très efficace, mais parfois, ça ne suffit pas à les protéger. Au printemps 2011, les manifestants tunisiens et égyptiens, au péril de leur vie, ont réussi à chasser les dictateurs de leur pays. Ces histoires aident à voir ce qu'est un dictateur.
Une personne qui chérit le pouvoir au point de le voler, puis de ne plus vouloir le céder. C'est pourquoi il n'y a pas de bons dictateurs. Même si certains dictateurs disent pourtant agir dans l'intérêt du peuple, selon des convictions religieuses ou politiques. En réalité, ils se servent d'idées extrémistes comme prétexte pour réduire les libertés, dont celle de les critiquer. Dans le film Le Dictateur, Chaplin décrit les comportements ridicules des dictateurs Hitler et Mussolini. Il dit la nécessité de s'en moquer pour les dénoncer et le bonheur de vivre dans une démocratie. Alors, nous sommes à près de 169 jours à peu près de la tenue constitutionnelle de l'élection présidentielle. Et lorsqu'on a ces données, on devrait s'interroger. La question principale, puisque c'est l'élection présidentielle, c'est un événement extrêmement important. La question qu'on devrait se poser, est-ce que dans une dictature, on peut organiser une élection libre, transparente, démocratique et crédible et apaisée? La réponse tout de suite est non. Et ça devrait nous amener, au lieu d'avoir un certain comportement, ça devrait nous amener à prendre conscience pour que nous travaillions. Et c'est pour ça que dans ce cadre, nous nous battons pour la mise en place des conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, transparente et démocratique et crédible et apaisée. Et je dois dire aux Congolais, parce qu'il y a une déclaration qui a été faite par le président Laurent Gbagbo et que nous avons retenue, lorsqu'il a dit que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qu'est la Constitution. Et il continue. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Et ça interpelle les gouvernants congolais. Ça interpelle les acteurs politiques congolais. Et ça interpelle même les acteurs de la société civile. Parce qu'en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait une analyse objective, franche et sincère, les gouvernants congolais ne sont pas des démocrates. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et au Congo, il n'y a pas beaucoup de démocrates parce qu'ils sont dans la violation permanente, constante des lois et règlements de la République, dans l'impunité totale. Et je dois ajouter, parce que c'est ça qui apparaît comme le paradoxe congolais, j'ai bien retenu cette déclaration du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso lorsqu'il clôturait la concertation politique de Rwanda en disant « La démocratie, c'est avant tout et d'abord le respect des textes. La loi, rien que la loi. » Alors quand on a dit ça, on se pose la question, mais comment ces gouvernants qui disent d'aussi belles choses sont dans la violation permanente des lois et règlements de la République? Bref, c'est un peu le paradoxe congolais, c'est-à-dire le paradoxe qu'on constate toujours entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et je crois qu'il faut qu'on surmonte ça. Maintenant, pour conclure sur cet aspect de la journée internationale de la démocratie, il faut que les gouvernants prennent conscience que le Congo n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Et tout le monde sait que la démocratie, c'est un processus. Mais au niveau du Congo, il n'évolue pas. Parce que en 2024, nous sommes 131e au plan mondial sur 167 pays. Et je pense qu'on aurait pu occuper une meilleure position et améliorer un certain nombre de choses. Maintenant, après avoir dit ça, l'information qui vient après, sur laquelle je vais m'appesantir un peu, c'est cette rencontre citoyenne entre le conseiller politique du président de la République à Paris
Elle a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Et d'abord, je me suis posé la question. Pourquoi les gouvernants congolais ont peur d'appliquer les lois et règlements de la République? Aujourd'hui, le mot qui semble venir à la mode, c'est rencontres citoyennes. Mais que fait-on du Conseil national du dialogue qui a été institué par les articles 227 et 228 de la Constitution du 25 octobre 2015, qui a précisé en termes de conception que le Conseil national de dialogue est un organe de concertation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Mais comment ce conseil n'a jamais été mis en place? Et je constate, puisque je vais parler d'une rencontre organisée par un conseiller politique du président, c'est-à-dire par une institution qui s'appelle la présidence, pour constater que là encore, c'est une violation de la Constitution. Depuis 2015, ce Conseil national n'a jamais été formellement mis en place. Et il n'a jamais été réuni, alors que les problèmes, on ne cesse de dire que le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle. Mais en voilà un des aspects. Mais au-delà de ça, de ce constat que je fais, le deuxième constat que je fais, et je dois l'avouer, j'ai été très choqué de voir dans le message que le conseiller politique du président de la République a livré, qu'il ait parlé d'Alphonse Massamba Deba, qu'il a présenté avec bien d'autres, comme des personnalités qui avaient une noble ambition pour ce pays et qui ont lutté au péril de leur vie, qui ont mené le combat pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Et nous venions de fêter le 65e anniversaire. Comment la présidence peut-elle justifier alors que Alphonse Massamba Deba, qu'on cite assez souvent parmi les pères de l'indépendance, puisse rester depuis tout ce temps sans sépulture digne de ce rang? Ce n'est pas du tout normal. Et je crois que lorsqu'on évoque ce problème, et c'est ça aussi qui m'a frappé, parce que j'ai pu lire à travers les réseaux sociaux que le conseiller politique a abordé beaucoup de problèmes. Parmi les problèmes que je trouve qu'il n'a pas abordés, il y a le problème de la réconciliation nationale. Tellement les frustrations et les rancœurs. Et je le dis parce qu'il s'agit du conseiller politique du président de la République qui, dans les messages qu'il a fait passer, a fait passer le message comme quoi il est en pleine harmonie avec le président de la République. Et je souhaite que ce message soit très bien entendu par le président de la République. Il n'est pas normal que l'on puisse continuer à vivre dans ce pays avec ces situations. C'est véritablement inacceptable. Et je crois que nous allons y revenir. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais m'appesantir un peu sur ce que le conseiller politique du président de la République a dit. Maintenant, au-delà de cet aspect, j'ai suivi, mais je vais intervenir juste sur quelques aspects. J'ai suivi le conseiller politique du président de la République dire que les Congolais qui seraient en France, qui seraient peut-être en délicatesse avec la justice, peuvent rentrer au Congo et ils peuvent bénéficier de sa protection. Il a pris sur lui la responsabilité de garantir. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe au Congo? Est-ce qu'il y a une prééminence du cabinet du chef de l'État sur les ministères? Parce que apparemment, ce monsieur est parti en France, semble-t-il, en ayant à la fois la couverture du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice et du ministère des Affaires étrangères. Et beaucoup d'entre nous se sont même demandé si cette démarche n'était pas l'illustration de ce que on voulait faire apparaître l'incompétence du ministère des Affaires étrangères qui est en même temps chargé des Congolais de la diaspora. Et on regrette, et je rappelle d'ailleurs avec beaucoup de sourire, il y a quelque temps, on a vu des Congolais s'agiter à Paris là-bas, semble-t-il, suite à une démarche du conseiller spécial du président de la République, notamment l'amiral Jean-Dominique Okemba. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Est-ce qu'il y a la coordination dans les actions du pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas la coordination? Qu'est-ce qui se passe exactement? Maintenant, pour revenir à l'engagement qu'il a pris,
notamment avec ceux qui seraient en délicatesse avec la justice. Il faut rassurer les Congolais. Et il faut que les Congolais sachent qu'ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé avec le fameux problème qui n'a toujours pas trouvé de solution, qu'on appelle ici les disparus du beach. Parce qu'on a cru savoir qu'à l'époque, il y avait comme une démarche tripartite entre le Congo, entre le HCR et la République démocratique du Congo. Et nous savons ce à quoi ça aboutit. Est-ce que c'est un piège qu'on veut tendre à certains Congolais? Il faut être clair. Parce qu'en termes de garantie, lorsqu'on veut les prendre, surtout lorsqu'on est conseiller du président de la République, il faut que les choses soient clairement dites. Et nous avons souvent souffert d'avoir observé le silence sur un certain nombre de problèmes. Et là aussi, je crois qu'il faut que les choses soient claires. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Télar TV. Après le coup d'État de juin 1997 qui a ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir, une opération militaire de grande envergure, dite de nettoyage, sera lancée en décembre 1998 dans la partie sud de Brazzaville, notamment dans le département du Poul, par le nouvel homme fort qui venait de prendre le pouvoir par les armes. Pour fuir ces exactions, ces violences, cette opération en réalité d'extermination, certaines populations du Poul vont traverser de l'autre côté du fleuve, notamment en RDC, le Congo démocratique, où ils trouveront refuge. Rassurés par Denis Sassou Nguesso qu'ils pouvaient rentrer en toute sécurité au Congo-Brazzaville, des centaines de jeunes Congolais qui y avaient cru seront malheureusement pillés à leur arrivée au beach. Les plus valides seront froidement exécutés, d'autres portés disparus. C'est l'affaire des disparus du beach. Après 20 ans, nous revenons sur cette affaire pour comprendre à quel niveau se trouve aujourd'hui le procès relatif, relancé à Paris après celui de Brazzaville, qui s'était soldé, comme vous le savez, par la condamnation de l'État congolais sans les coupables. C'est ainsi que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Patrick Baudouin, avocat pénaliste de la justice pénale internationale, président de la Ligue des droits de l'homme et président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Maître, vous êtes également le principal avocat de l'affaire des disparus du beach depuis 2001. C'est à ce titre que je souhaiterais vous interviewer aujourd'hui et merci d'avoir accepté notre invitation. Non, merci à vous. Moi, c'est Christian Perrin, si vous nous avez rejoint pour la première fois sur Télar TV. Cela dit, je reviens à vous, Maître Baudouin. Après le petit rappel du contexte des événements qui ont précédé les crimes contre l'humanité, j'ai dit, il y a eu un procès à Brazzaville qui s'est soldé malheureusement par la condamnation de l'État congolais sans les coupables. Mais, dans le même temps, on aurait parlé de l'autorité de l'affaire jugée. Comment expliquer que cette affaire soit reprise au niveau de la France? Oui, alors juste un très bref rappel par rapport à ce que vous avez parfaitement indiqué de la chronologie de l'affaire. Bon, c'est une affaire qui a été lancée sur la base d'une plainte, d'une saisine du procureur en décembre 2001. Pourquoi la justice française a-t-elle été compétente? Parce que l'une des personnes concernées, suspectées, on va dire, c'est-à-dire le général Norbert Dabira, se trouvait sur le territoire français. Il a une résidence près de Meaux. Donc c'est de ce fait, parce qu'il avait une résidence en France, que la justice française a pu être saisie. Début 2002, il y a donc eu l'ouverture d'une information, le parquet a ouvert une information, et la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme et deux rescapés miraculés de ce massacre du beach de Brazzaville se sont associés pour se constituer partie civile. Donc, il y a eu une instruction ouverte d'abord devant le tribunal judiciaire de Meaux. Dans le cadre de cette information, le général Dabira a été entendu, donc l'affaire a évolué à son égard,
Il y a eu aussi un épisode, je vais passer rapidement, vous l'avez évoqué, avec la présence en France de Monsieur Ndengue, qui a pu être interpellé puisqu'il se trouvait sur le territoire français. Il a même été placé, mais très brièvement, en détention, et sur pression politique extrême, il a été libéré dans les 24 heures qui ont suivi. Nous étions en avril 2004. Ensuite, du côté du Congo-Brazzaville, des autorités du Congo-Brazzaville, et en lien, je le dis vraiment étroit, avec les autorités françaises, les deux justices ont coopéré pour tenir à Brazzaville un procès parfaitement mascarade au mois d'août 2005, qui s'est traduit d'une façon vraiment, c'est un scoop, hein, un scud, on dit plus exactement, dans le paysage judiciaire, c'est-à-dire un procès au terme duquel on a dit, bah oui, il y a des responsables, mais il n'y a pas de coupables. Donc l'État congolais a été reconnu. Alors pendant que vous en parlez, maître, pardonnez-moi maître, lorsque vous en parlez, comment interpréter cela juridiquement, un procès qui condamne un État sans les coupables? C'est une ovni, plus exactement. C'est un objet juridique non identifié. Alors, pourquoi ce procès? Je réponds à la question que vous avez posée initiale. Là, maintenant, j'ai fait un petit retour en arrière. Je vous en prie. Mais cette question initiale, c'était, mais comment peut-on continuer alors qu'il y a eu un procès qui s'est tenu et que finalement, les personnes qui sont susceptibles d'être suspectées et condamnées ont été acquittées par cette cour de Brazzaville? Eh bien, parce que, justement, ce procès ne répond pas aux normes du procès équitable tel que c'est évalué par toutes les conventions internationales et par le droit international. Donc, cela a permis à la justice française par la suite de dire on ne peut pas nous opposer ce procès parce que c'est un procès qui n'a aucune valeur en quelque sorte. On peut pas considérer que on a des responsables qui sont pas reconnus coupables et qui sont même acquittés, puisqu'on a fait un procès non pas pour condamner, mais un procès pour acquitter. Donc voilà pourquoi la justice française a pu poursuivre, car après le procès de Brazzaville, évidemment, les avocats, on va dire de l'État congolais, hein, qui représentent M. Dabira ou d'autres qui ont pu, au fil du temps, être cités soit comme témoins assistés, soit comme mis en examen, les avocats ont opposé ce procès en disant « non bis in idem », vous ne pouvez pas poursuivre. Et la justice française, alors il y a eu toute une série de décisions, je ne vais pas rentrer dans le détail, notamment des chambres d'instruction, en particulier de la chambre d'instruction de Paris puis de celle de Versailles, ont estimé qu'au contraire on pouvait poursuivre. Et c'est pourquoi le procès a pu se poursuivre. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, mais puisque le conseil politique a la couverture suffisante pour parler de ces problèmes, à quand il va parler du problème de Jean-Marie Michel Moukoko, d'André Okombi Salissa et d'autres prisonniers politiques qui, semble-t-il, seraient en délicatesse? Parce que lorsqu'on évoque, on suit ce discours, on se pose la question. Finalement, est-ce que la justice est indépendante au Congo? Pourquoi on laisserait Moukoko passer avec Okombi plus de 10 ans à la maison d'arrêt, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent, dit-on, rentrer, qui auront la protection? Comment on fait pour obtenir cette protection? C'est défini à travers quel texte? Nous autres qui nous battons pour Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa, nous avons toujours demandé et sauté qu'un texte d'amnistie soit pris pour qu'ils recouvrent leur liberté et qu'ils puissent vaquer librement à ces occupations. Aux arrêts depuis juin 2016, l'ex-chef d'état-major congolais, le général Moukoko, va être jugé. Le procès de cet ancien conseiller du président Denis Sassou Nguesso débute lundi à Brazzaville. Il comparaît pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention d'armes de guerre. En mars 2016, l'officier avait terminé 3e de l'élection présidentielle, marquée par la réélection contestée dès le premier tour du président Sassou Nguesso. Après ce vote, le général Moukoko et d'autres candidats avaient appelé à la désobéissance civile. Ces avocats congolais et français ont dénoncé vendredi dans un communiqué un règlement de compte politique maquillé en procédure judiciaire.
Devant ce qu'il présente comme une parodie de justice, ces conseils du barreau de Brazzaville ne prendront pas la parole à l'audience et ceux du barreau de Paris ne s'y rendront pas. La défense de Jean-Marie Michel Mokoko a annoncé mercredi avoir déposé une requête devant le groupe de l'ONU sur la détention arbitraire. Un autre candidat qui n'a pas reconnu la victoire de Sassou Nguesso en 2016, André Okombi Salissa, est aux arrêts depuis janvier 2017. Donc je crois que c'est bien que le conseil politique ait pu prendre ce genre d'engagement. Mais il faut que les gouvernants, particulièrement au niveau de la présidence de la République, qui est une institution très forte dans une démocratie, et que l'on ne fasse pas d'une vision de 2 poids 2 mesures. Et que ce qui a amorcé, je suppose que dans les jours prochains, nous aurons un message qui pourra nous dire ce qu'il en sera pour Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa et bien d'autres. Mais enfin, nous allons suivre, etc. Maintenant, ensuite, il a abordé le problème de l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'on constate au Congo, les gens profitent en fait de l'opération de révision des listes électorales pour en faire une campagne. Ce n'est même pas une pré-campagne, c'est une campagne. On voit partout des affiches avec des photos de Denis Sassou Nguesso, etc. Et quand on arrive là, j'ai le texte sous les yeux, j'ai suivi le journal de 20 heures de Télé Congo et j'ai relevé la réponse, la manière avec laquelle le conseil politique a abordé ce problème. Et je ne peux pas laisser passer cette occasion parce que nous sommes à pratiquement 169 jours de la tenue de l'élection présidentielle. Alors il a dit ceci, s'agissant de l'avenir du Congo. Il dit, selon lui, l'avenir du Congo réside dans la continuité avec le président Denis Sassou Nguesso. Pour lui, les populations congolaises doivent faire confiance principalement au président de la République. Le président Denis Sassou Nguesso est un homme de défi. Dans une période de trouble où le monde entier bouge, il est mieux d'avoir des valeurs sûres sur lesquelles on peut s'appuyer. Et c'est une valeur sûre qui a déjà montré ses capacités. Non, monsieur le conseiller. Dites ça à la présidence. Le bilan du président Sassou est connu de tous les Congolais. Et le président Sassou le reconnaît lui-même. Maintenant, ce que je note, mais pourquoi vous n'abordez pas un certain nombre de problèmes qui sont importants et qui sont même importants pour l'élection? Et moi, je vais vous dire un certain nombre de choses. Pourquoi dans ces descentes, dans ces rencontres citoyennes, vous n'expliquez pas aux Congolais que le président Denis Sassou Nguesso, tout comme le Parti congolais du travail, ils ne sont pas en conformité avec la loi. Ce n'est pas une attaque personnelle. Le président Sassou a pensé qu'il fallait qu'on change la Constitution pour faire évoluer les institutions. Non seulement il n'a pas respecté la Constitution du 20 janvier 2002, mais il ne respecte pas la Constitution du 25 octobre 2015. Il peut justifier cela devant la population. Et je ne fais pas la langue de bois, parce que lorsque je l'ai dit, s'agissant du président de la République, et je l'ai déjà dit, parce que j'ai fait une lecture du droit, je dis que le président de la République n'a jamais déclaré son patrimoine, violant ainsi depuis 2002 l'article 48 déjà de la Constitution du 20 janvier 2002, ainsi que l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015, selon lesquels tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer, est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Dans son discours à la nation pour le nouvel an, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé une décision qui pourrait marquer un tournant majeur pour la gouvernance au Sénégal. La déclaration de patrimoine qui sera désormais étendue à l'ensemble des agents de la fonction publique sans exception, ainsi qu'à toute fonction élective ou nominative impliquant une gestion budgétaire. Concernant la déclaration de patrimoine, elle sera généralisée à tous les agents de la fonction publique sans exception, ainsi qu'à tous les postes électifs ou nominatifs impliquant une gestion budgétaire, quelle qu'en soit l'importance. Une annonce saluée par de nombreux acteurs qui voient en elle une réponse aux préoccupations sur l'intégrité et la transparence. Un point essentiel, c'est-à-dire la déclaration de patrimoine à tous les agents de la fonction publique. Je pense que c'est un acte de haute portée de transparence et de gestion
La déclaration de patrimoine ne doit pas seulement s'arrêter au ministre ou bien au DG, mais à tout le monde, à tous ceux qui véritablement gèrent des postes de gestion. Je pense que cela constitue une bonne chose. C'est important à chaque année d'évaluer est-ce que ceux à qui on a confié les deniers publics, est-ce qu'ils ont fait des actes de transparence ou non? Est-ce que par rapport à leur patrimoine, il y a eu des augmentations fulgurantes ou bien il y a eu justement des augmentations naturelles qui sont liées à leurs activités. Du côté des citoyens, Youssoupha Mané salue également l'initiative. Selon lui, la décision du président Bassirou Diomaye Faye s'inscrit dans la droite lignée des attentes des Sénégalais. Honnêtement, je pense que ça a été l'une des décisions phares du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors de son premier message à la nation, le 31 décembre 2024, lorsqu'il a annoncé désormais la déclaration des patrimoines qui sera élargie à tous les fonctionnaires de la fonction publique. Je pense que c'est extrêmement important. Cela montre tout simplement la volonté de ces nouvelles autorités, de tout ce qui concerne la transparence et aussi la bonne gouvernance, puisqu'il est important quand même, à mon avis, vraiment quelqu'un qui gère les biens publics, qu'on puisse savoir également ce qu'il détient, ce qu'il a. Donc cette évaluation se fera avant et après. Les deux intervenants s'accordent sur un point. La déclaration de patrimoine n'est pas une nouveauté, mais son application a souvent été limitée. La particularité de cette décision, c'est qu'il n'y a pas de ciblage. Avec les ministres et les députés, il y avait seulement le ciblage. Mais maintenant, la déclaration de patrimoine concerne tout le monde. Et cela constitue véritablement une bonne chose, à mon avis. C'est un acte de haute portée de transparence. Je pense que c'est tout simplement vraiment la marque, la volonté vraiment de bonne gouvernance. En tout cas, si c'est appliqué dans la fonction publique, le Sénégal sera vraiment quand même l'une des fonctions publiques les plus transparentes en Afrique et dans le monde. C'est à féliciter, c'est à encourager. Avec cette annonce, les nouvelles autorités semblent vouloir faire de la bonne gouvernance leur cheval de bataille. La mise en œuvre effective de cette loi sur la déclaration de patrimoine représente un pas concret vers un Sénégal plus transparent et empreint de responsabilité. Les regards restent désormais tournés vers les actes concrets qui suivront cette annonce. Depuis 2002, tous ceux qui ont cessé leur fonction n'ont jamais déclaré de patrimoine. C'est très grave. D'autant que lorsqu'on se réfère au programme d'action gouvernementale présenté par Anatole Colinet-Makosso, il dit plus qu'une preuve de transparence, plus qu'un devoir de transparence, lorsqu'on parle de la déclaration du patrimoine, il s'agit d'une preuve de bonne gouvernance et de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption. La non-déclaration veut dire qu'on n'est pas pour la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. S'agissant de l'enrichissement illicite, mais les Congolais ont la preuve, puisque les gouvernants actuels ont choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Alors, lorsque on vient dire que c'est un homme de défi, mais qu'on n'a pas d'autres valeurs sûres, mais rien que la violation de la Constitution, c'est un problème extrêmement grave pour le président de la République. Peut-être qu'au Congo, on ne le sait pas correctement, mais interroger tous les autres pays du monde entier. D'autant que lorsqu'on continue, et j'ajoute à l'attention du conseil politique du président de la République, qu'en plus, le président de la République est président du Parti congolais du travail, en violation de l'alinéa 2 de l'article 80, qui dit clairement que le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Les travaux du 5e congrès ordinaire du parti au pouvoir ont été lancés ce vendredi 27 décembre 2019 à Kintélé en présence des délégués venus des 12 départements du pays ainsi que ceux venus de la France. Ce congrès, selon les responsables, vise à raffermir les idéaux et les valeurs du parti au pouvoir dans la discipline et la cohésion. Chers camarades, l'ambition que nous avons pour notre parti nous interpelle sur le traitement qu'il convient de réserver à l'épineuse question de ses ressources financières. Il nous faut, dans notre réflexion sur l'avenir, mettre en exergue la nécessité d'une autonomie financière du Parti congolais du travail. Les dirigeants du PCT vont aussi profiter de l'opportunité de ce congrès afin de tirer les leçons du passé et envisager de nouvelles perspectives allant dans le sens du développement économique et social du pays. Le congrès dit du cinquantenaire se tient pour célébrer les 50 ans d'existence du parti. Avoir développé une si forte capacité de résilience, on peut vraiment se permettre de parler aujourd'hui de la consécration. Oui,
C'est un parti qui entre dans la voie de la sagesse, un parti qui a tout connu dans le pays, un parti qui a l'expérience, l'expertise, la compétence et les ressorts nécessaires pour conduire le peuple congolais vers les cimes rêvées de l'émergence. De nouvelles instances dirigeantes seront mises en place d'ici la fin du 5e congrès ordinaire ce 30 décembre 2019. Le Parti congolais du travail demeure à ce jour le parti politique le plus ancien et le plus représentatif au Parlement, avec 95 députés et 51 sénateurs. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de manque de franchise, de peur de dire la vérité. La vérité, c'est laquelle? Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Et d'après nos lois et règlements, le PCT devrait être sanctionné. Quant au président de la République, c'est à lui de se justifier parce qu'il a prêté le serment devant la nation et le peuple de respecter et de faire respecter la Constitution. Alors quand j'entends les conseillers ou les membres, les gouvernants, les dignitaires du pouvoir énoncer un certain nombre de choses, sortir des concepts comme le timonier, le patriarche, dépenser un argent fou, on ne sait pas d'où cet argent est sorti, etc. Mais je demande aux gens, aux responsables du PCT, à Pierre Moussa, le secrétaire général, je demande à Anatole Koliné-Makosso, le Premier ministre, je demande à Pierre Ngolo, le président du Sénat, je demande à Isidore Mbouba, mais ayez le courage d'expliquer aux Congolais que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas une attaque, c'est un constat. Comme en matière de droit, on a besoin de la preuve et je crois que c'est extrêmement important. Alors moi, je tiens à dire au conseil politique du président de la République, c'est dommage que dans ce pays, bon, les partis de l'opposition ne sont pas autorisés, n'ont pas l'accès aux médias d'État, mais expliquer aux Congolais des choses pour que, à l'élection, les choses soient claires. On ne peut pas parler de paix ou de menaces de paix et avoir ce genre de comportement. Je n'aborde pas les autres aspects, tellement ils sont nombreux, mais j'ai tenu à dire cela pour que le conseil politique du président et à travers lui la présidence, qu'on sache que la situation du Congo aujourd'hui est une situation extrêmement préoccupante et que le président de la République est dans une situation de flagrance caractérisée. Cette situation n'honore pas le Congo. Excusez-moi de vous le dire, mais je crois qu'il faut qu'on avance. Maintenant, quand je parle du conseil politique, je voulais également profiter de l'occasion qu'il m'offre pour venir sur une publication que j'ai découverte sur les réseaux sociaux qui avait été faite par M. Mayala Rodriguez, secrétaire général adjoint du CNR, du révérend pasteur Ndoumi, parce que ça s'est passé en janvier 2025. Et il disait, par exemple, que le jour où le chef, c'est-à-dire le révérend pasteur Ndoumi, annoncera officiellement sa candidature, lui aussi, c'est-à-dire le conseil politique du président de la République, va parler pour présenter tous les avantages que le pouvoir donne au révérend pasteur Ndoumi, pour édifier l'opinion. Et il disait que le révérend pasteur Ndoumi doit savoir qu'il ne pourra jamais gagner les élections tant qu'ils sont au pouvoir. Et c'est très grave. Il faut que ça se justifie, non seulement en termes, d'après ce qu'il a déclaré, des avantages dont bénéficie le révérend pasteur Ndoumi, et dans le même texte, parce que le texte existe, il n'est pas de Mirassa, il est de Mayala Rodriguez, le secrétaire général adjoint du CNR. Et il continue en disant que c'était un signal donné à tous les opposants qui reçoivent les avantages du pouvoir. Et nous avions à l'époque élevé la voix pour dire, voilà, le conseil politique du président de la République dit qu'il y a des opposants qui reçoivent un traitement. Mais qu'est-ce qu'il attend? Et quand nous le disons, on crie sur Mirassa. Mais quand c'est dit par le conseil politique, parce qu'il est là, certainement, où on gère tous ces fonds, si c'est des deals, si c'est des fonds, etc., il est très bien placé. Mais monsieur le conseil politique, au niveau de la présidence, sachez que les Congolais sont au courant maintenant de ça. Mais on attend que vous nous donnez ces informations. Surtout qu'on va à une élection présidentielle tout aussi importante, et je crois qu'il est bon qu'on puisse avancer et qu'on puisse avoir un certain nombre d'informations. Je profite toujours de ce que le conseiller politique a avancé un certain nombre de choses
Pour revenir sur un aspect, c'est le texte que le ministre Mboulou a pris, l'arrêté numéro 1726 MID-CAB portant publication de la liste des partis politiques pour l'année 2025. Et c'est là où je suis triste pour le Congo. Je suis triste pourquoi? Parce que quand je prends ce document, je vois au numéro 31, je crois, je vois au numéro 31 le parti du conseiller politique du président de la République, parce qu'il semble qu'il n'est pas au Parti congolais du travail, Action permanente pour le Congo, monsieur le président, enfin, monsieur Charles Rodrigue Malanda Samba. J'évoque ça pourquoi? Mais parce qu'il faut qu'à la présidence, on sente que ça ne peut pas perdurer. Parce que le parti du conseiller politique du président n'est pas en conformité avec la loi. Pour des raisons que je vais évoquer parce que je ne fais pas la langue de bois. J'en évoque deux pour que ce soit plus clair. Le conseiller politique du président de la République n'a jamais déclaré son patrimoine depuis qu'il a été nommé à ce poste. N'a jamais déclaré son patrimoine. Il est en même temps président du conseil d'administration du FIDA. En tant que président du conseil d'administration du FIDA, il n'a également jamais déclaré son patrimoine. Pourquoi vous pensez que dans ce pays, il y a des gens qui doivent ne pas respecter la loi et marcher sur les Congolais et essayer de passer, faire des rencontres citoyennes pour évoquer certains problèmes ou pour orienter, vers lesquels vous avez orienté les Congolais et vous n'abordez pas les vrais problèmes. Vous avez la preuve au-delà de ce que nous dénonçons, comme quoi le président de la République n'est pas en conformité avec la loi, mais vous avez aussi les membres de la présidence, notamment le conseiller politique qui n'est pas en conformité. Et même en tant que président du conseil d'administration du FIDA, il n'a pas déclaré son patrimoine. Est-ce que c'est sérieux? Pour qui on prend ces lois? Pourquoi on a changé la Constitution? Et comme ça, bon, non, le président Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme des défis. Mais il faut respecter la loi. La première des choses, c'est de respecter la loi. Quand on ne respecte pas la loi, quel est le qualificatif qu'on devrait donner? Et à mon avis, ce n'est pas sérieux. Maintenant, je vais terminer sur un problème avec le conseil politique du président de la République avant de passer à la thématique de ce jour. Je vais terminer sur un problème. J'ai été surpris que le conseil politique, avec sa veste de président du conseil d'administration du FIGA, ait beaucoup plus parlé des procédures. Mais les Congolais attendent que le dossier du FIGA soit résolu. Il y a des scandales aussi, il y a eu des scandales au FIGA. Bonjour à tous. Ce matin, je m'adresse au DG FIGA et à tous les organisateurs de l'arnaque, sinon de l'escroquerie qui s'est passée hier à Dolisie. Vous dites que vous avez accompagné 150 et quelques projets des jeunes à Dolisie. Mais Jonas Fred Makita dit que c'est faux. J'ai dit que c'est faux parce que je sais que c'est faux. Je suis en contact avec tous ceux qui ont les projets au FIGA. Aucun projet n'a été accompagné. Mais je vous mets au défi, publiez cette liste de bénéficiaires. Nous allons vérifier. J'ai assez de carburant dans ma voiture. Je peux vérifier. Publier la liste des fameuses bénéficiaires. Parce que nous sommes informés. Nous sommes très informés sur l'escroquerie du FIGA. Les membres de certains cabinets ministériels sont des bénéficiaires. Les makangous des gens sont les bénéficiaires. Des parents des gens sont les bénéficiaires. Les bénéficiaires sortent de Makabana. Les bénéficiaires viennent de Louvakou. Il n'y a pas de bénéficiaires à Dolisie. Si c'est trop à Dolisie, peut-être 3 ou 4 bénéficiaires. Makita vous met au défi, les gens du FIGA. Présentez-nous la liste des bénéficiaires des soi-disant projets accompagnés à Dolisie. Présentez la liste. Nous allons vérifier. Nous passerons de porte à porte. Ah, le FIGA est une vraie escroquerie. Les gens viennent à Dolisie en tambour bâton. Ils viennent. Oh, ils ont accompagné 150. C'est faux. On a pris les parents à Makabana. On prend les parents à Louvakou. On prend les gens qui sont au cabinet ministériel. On prend les gens qui sont autour des ministres. Autour des... C'est faux. On n'a pas accompagné les projets. C'est même pas des projets. Avec Armel Mboulou, il y a eu des scandales.
pour lesquels Madame la ministre Lydia Jacqueline Nicolo et Armel Mbouloukoué ont été entendus à la commission économie, finance et contrôle budgétaire de l'Assemblée. Ce dossier où? Et le président du conseil d'administration, il fait quoi? Il a choisi lui aussi de choisir la voie, de protéger les responsables des scandales de crimes économiques et financiers. Alors ça, c'est vous certainement qui avez pris la responsabilité, puisque vous dites que vous pouvez protéger, garantir la paix à ceux qui sont en délicatesse avec la justice. Mais les Congolais vous suivent. Qu'est-ce qu'on fait du scandale du FIGA? Et je crois que lorsque vous avez été nommé président du conseil d'administration, vous avez reçu les dossiers qui concernent cette affaire. Armel Mbouloukou est là, Madame Jacqueline Lydia Nicolo est là. C'est la première institution de la République à s'être officiellement saisie de l'affaire FIGA. L'Assemblée nationale, via sa commission économie, finance et contrôle de l'exécution budgétaire, a procédé aux auditions des différents protagonistes de cette affaire. Une démarche tout à fait légale, le justifie son président. Et la commission en charge de l'économie et des finances, qui, dans ce règlement intérieur, a comme responsabilité de traiter les questions liées aux finances publiques, aux institutions financières, s'est appuyé sur une disposition donc constitutionnelle, mais qui est reprise également dans notre règlement intérieur, qui est la question écrite. S'agissant donc du cas FIGA, c'est depuis le 7 mars que la commission économie et finances a, au moyen d'une question écrite adressée à Madame la ministre qui assure la tutelle du FIGA, lui a demandé de motiver la note de service qui suspend le directeur général du FIGA. La réponse nous est revenue le 20 mars. La commission s'est retrouvée pour traiter la réponse écrite de Madame la ministre. Sa réponse était appuyée des pièces qui devraient nous convaincre de la nécessité de suspendre le directeur général du FIGA. Suite à cet examen, la commission n'a pas été satisfaite des éléments de réponse venus du gouvernement. Armel Fridolin Mbouloukoué, les représentants du président du conseil d'administration et Jacqueline Lydia Nicolo. Trois partis qui se sont succédés devant les membres de la commission économie, élargie à ceux de la commission défense et sécurité. Ces auditions ont pour objectif de permettre à la commission d'avoir plus d'informations sur l'affaire en puisant à la source. L'audition n'est pas une mise en examen. L'audition n'est pas une mise en examen. Ce sont les moyens légaux mis à la disposition du Parlement et donc des députés de la Commission économie et finances pour être mieux édifiés, pour être éclairés sur ce qui se passe là-bas. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une inquisition, ce n'est pas un tribunal. Les parlementaires veulent être éclairés. Le processus est donc enclenché, à savoir que la Commission ou l'Assemblée nationale ne se substitue pas au parquet. Il ne s'agit donc pas d'un procès, mais seulement ces auditions peuvent aboutir à 3 actions, allant jusqu'à rester en justice, si besoin y est. Nous avons démarré par une question écrite. Nous passons à la question, à l'audition. Nous examinerons les faits. Par la suite, pour obtenir, sur la base de la pertinence des éléments mis en notre disposition, si nous devons poursuivre ce travail en faisant appel à la Cour des comptes et de discipline budgétaire pour examiner les comptes du FIGA, si nous devrons aller vers l'enquête parlementaire, c'est-à-dire on crée une enquête parlementaire qui va aller un peu plus au fond du dossier, nous pourrons, nous, commission, saisir la justice. Si les faits sont avérés, mais susceptibles d'être traduits en justice immédiatement. Mais en attendant, la Commission économie, finance et contrôle de l'exécution budgétaire va poursuivre ses auditions.
Les conclusions de celle-ci feront l'objet des rapports à transférer à la présidence de l'Assemblée nationale. Alors vous laissez les gens détourner l'argent, voler l'argent, et quand vous venez faire des rencontres citoyennes, vous n'abordez pas ça. Et ce sont ces gens qui ont plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et il faut que ce cinéma, ces spectacles puissent s'arrêter, mais qu'on aille vers les véritables problèmes des Congolais. J'ose espérer, comme il s'agit du conseiller politique du président de la République, qu'au niveau de la présidence de la République, etc. N'oubliez pas, si on devait même parler de la présidence de la République, qu'à une époque donnée, on a parlé d'un nombre important de conseillers, d'attachés fictifs, etc., qui relevaient de la présidence, et ce problème non plus n'a jamais été réglé. Donc on est là toujours, et on part après on va venir parler de bonne gouvernance, on va parler de transparence, et on va parler des défis. Voilà la situation réelle. Et je crois que maintenant qu'ils sont rentrés comme dans une espèce de campagne, chaque fois que nous aurons l'occasion de réagir, nous allons réagir, et à mon avis, ça sera une bonne chose. Maintenant, s'agissant de la thématique d'aujourd'hui, qui est liée justement à cette actualité, mais qui est liée également à un aspect tout à fait intéressant. Parce qu'on fait la campagne partout, les patriarches, etc., les timoniers, on profite de l'affaire de la révision. En fait, c'est devenu la campagne. Mais je rappelle à tous ces gens, que ce soit au niveau du PCT, que ce soit au niveau du gouvernement, ayez le courage d'expliquer aux Congolais. Et les Congolais vous attendent sur ça. Que le Parti congolais du travail et le président de la République ne sont pas en conformité avec la loi, mais on va y venir. Parce que la thématique que nous avons choisi de faire, au regard de l'actualité de tout ce que nous vivons, nous avons choisi d'essayer de réfléchir sur le fait que la conformité à la loi est un véritable casse-tête pour les gouvernants congolais. Et lorsque je l'ai dit, je pense un peu à la déclaration du ministre des Finances, du budget et du portefeuille de l'État, du portefeuille public, qui avait dit que payer les salaires chaque mois, il faut une véritable justice, une gymnastique, une acrobatie, c'est un véritable casse-tête. Alors tout au Congo, c'est devenu un véritable casse-tête. Payer les salaires, c'est un véritable casse-tête. Financer le développement, c'est un véritable casse-tête. Et respecter les lois et règlements, c'est un véritable... Où est-ce que nous en sommes? Et pour parler justement de cet aspect, il faut que je rappelle aux amis du PCT quelles étaient leurs déclarations fortes lorsque le président Pascal Lissouba était au pouvoir et qu'il s'en prenait régulièrement à lui. On pensait que lorsqu'ils allaient arriver au pouvoir, qu'il n'y aurait plus autant de manque de respect de la loi, qu'il n'y aurait pratiquement plus de violations. Mais comment expliquer qu'on a continué pratiquement sur le même chemin? Ça veut dire que la loi pose des problèmes aux gouvernants congolais. Comment on fait pour résoudre ça? Comment on fait pour résoudre ça? Et je rappelle cette déclaration du président Denis Sassou Nguesso lorsqu'il était opposant justement sous le président Lissouba en 1992, quand il a dit « Cependant est vrai le fait que je ne pourrai jamais accepter le fait que la Constitution soit violée. » Et il a continué. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Plus loin, il a dit, j'insiste pour dire que nous n'accepterons pas que soient organisées dans ce pays des élections hors la loi. Mais nous y sommes. Nous y sommes. La question alors, quel est le problème que rencontrent les gouvernants congolais pour respecter la loi? Mais si vous ne respectez pas la loi, vous constituez une menace pour la paix. Vous constituez une menace pour la paix. Je suis désolé pour le dire et pour le rappeler en toute franchise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, j'ai essayé d'aller refaire un peu une relecture du projet de société qui est actuellement en application. Il semble que ça s'appelle Ensemble poursuivant la marche, entendu marche vers le développement. Mais vous n'irez pas au développement tant que vous ne respecterez pas les textes. Et j'ai retenu une phrase forte là-dedans, que ce soit au niveau du projet de société qu'au niveau du programme d'action gouvernemental d'Anatole Polynémakos. L'autorité de l'État ne se négociera pas. Et que les lois et règlements de la République ne devaient pas être d'application à géométrie variable. On a appelé toutes les autorités, tous les agents qui étaient chargés de faire respecter les lois et règlements de la République, de le faire
sous peine de sanctions ou de condamnation. Où en sommes-nous? Pourquoi toujours ce paradoxe entre ce que l'on dit et ce que l'on fait? Que voulons-nous exactement? Alors, c'est pour ça que j'ai tenu, une fois de plus, au vu de ce qui se passe dans l'environnement, on est pratiquement déjà en campagne, etc. J'ose espérer que ceux qui réclament la candidature du président Denis Sassou Nguesso pour 2026 savent que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. S'ils ne le savent pas, nous le leur apprenons. Et je pense qu'en matière de droit, les juristes, que ce soit au Conseil constitutionnel, encore que moi, si je prends l'exemple de toutes les institutions de la République, et c'est ça le drame. Quand je prends par exemple nos amis de la Cour constitutionnelle, quand je prends nos amis de la Cour suprême et les autres, au moment de prendre fonction, ils prêtent le serment. Et dans le serment qu'ils prêtent, ils jurent de respecter solennellement la Constitution. Mais je rappelle à tous ces frères, à tous ces compatriotes, qu'il y a un point qui les a toujours bloqués. C'est la déclaration du patrimoine. Et quand bien même en 2021, certains ont tenté de le faire, mais ça n'a pas été fait conformément à la loi. Et lorsque nous avons introduit un recours auprès de la Cour suprême nous a donné raison. Il a bien reprécisé que la déclaration du patrimoine se fait lors de la prise de fonction. C'est pour ça que j'ai vu dans l'exercice qui a été fait en 2021, et je respecte l'honnêteté, parce qu'il s'agit d'une femme, je respecte bien, quand j'ai parcouru ces récépissés de déclaration de patrimoine, j'ai découvert qu'il y a une femme qui avait l'honnêteté de reconnaître qu'elle avait pris fonction en 1998. Et elle a fait sa déclaration de patrimoine en 2021. Est-ce que c'est conforme à la loi? Mais elle n'est pas la seule. La plupart d'entre eux, sinon, tout le monde est pratiquement dans ce cas. Ils n'ont pas respecté la Constitution. Et les choses sont claires, notamment par rapport à l'article 50 de notre Constitution qui dit que tout citoyen a le devoir de respecter les lois et règlements de la République et particulièrement la Constitution. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Déjà du point de vue du commentaire général, il y a un paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait. Et ce n'est pas du tout sérieux, ce n'est pas du tout normal. Maintenant, une fois qu'on a fait ces commentaires généraux, on peut regarder, à notre avis, quelle est la réalité sur le terrain. Quelle est la réalité sur le terrain? Ben, sur le terrain, je prends par exemple le premier aspect, la déclaration du patrimoine. Et l'obligation de déclaration de patrimoine apparaissait déjà dans la Constitution du 20 janvier 2002. Elle est réapparue dans la Constitution, article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002, article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015. Mais expliquez-moi pourquoi le semblant de déclaration de patrimoine qui n'a pas bien marché s'est effectué en 2021. Le prétexte fallacieux qui a été pris, c'était que le texte d'application n'avait pas été pris. Mais qui devait prendre le texte d'application? Évidemment, c'est le gouvernement. Pourquoi il ne l'a pas pris? Évidemment, la raison aussi peut être trouvée. Il avait besoin, dans un premier instant, de s'enrichir. Ils avaient besoin de l'enrichissement illicite. Et on a constaté qu'ils n'ont pas la volonté et le courage de mener la lutte contre la corruption. Alors, de sorte que quand on parle de cette affaire de déclaration de patrimoine, lorsque je dis, mais avec beaucoup de gêne, le président de la République ne l'a pas déclaré en 2002. Et il devait déclarer lors de la prise de fonction et à la cessation de la fonction. Il ne l'a pas déclaré en 2009. Il devait le faire lors de la prise de fonction et lors de la cessation de fonction. Il devait le faire en 2016, lors de la prise de fonction et lors de la cessation de fonction. Il devait le faire le 16 avril 2021, lors de la prise de fonction en 2021. Ça n'a pas été fait. Mais ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Mais nous ne faisons que constater. Et nous constatons une chose. Le manque d'exemplarité des gouvernants vis-à-vis des citoyens congolais. Pour des raisons simples. C'est un intérêt particulier, un intérêt égoïste.
celui de l'enrichissement. Et on a du mal, alors, à ce moment-là, à se conformer à la loi. Se conformer à la loi devient un véritable casse-tête. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, ça c'est le premier cas. J'en viens à un deuxième cas, notamment ce qui a amené les congressistes du PCT lors de leur congrès de décembre 2019 à déclarer à haute et intelligible voix que les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution que j'ai déjà évoqué ici-dessus. On fait quoi? Et dans les 2588 congressistes, on retrouve le président du Sénat, qui d'ailleurs avait présidé ce congrès. On retrouve le président de l'Assemblée nationale. Je commence par ces deux, parce que ce sont eux qui votent les lois. Et ce sont eux qui sont chargés de suivre l'exécution par le gouvernement des lois qui ont été votées. Et ensuite, le Premier ministre, qui est le premier responsable de l'exécution des lois, il était dans les 2588 congressistes. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice. Alors on fait quoi? La loi au Congo est votée pour être appliquée pour qui et par qui? C'est un problème extrêmement sérieux. Et figurez-vous qu'au sortir du congrès de 2019, Clément Miraza a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Recours relatif à l'élection, à l'inconstitutionnalité de l'élection qui avait permis la reconduction de M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait le président du Parti congolais du travail. Ce recours a été introduit en juin 2020. Et le 31 juillet 2020, la Cour constitutionnelle a pris sa décision. C'est la décision DCC numéro 005 DCC barre SBA barre 20 du 31 juillet 2020. Et dans cette décision, on a dit quoi? La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Alors que nous, on considérait que c'était un problème d'inconstitutionnalité, mais la Cour suprême s'est déclarée incompétente. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi d'en faire une notification à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Président du Sénat, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, à Monsieur le ministre de l'Intérieur, à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces hautes autorités, particulièrement je vise le ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui qui a la responsabilité de suivre les affaires liées à la gestion des partis. Toutes ces autorités étaient informées depuis par la Cour constitutionnelle, pas par n'importe qui, par une institution très forte, que le président de la République et le Parti congolais du travail n'étaient pas en conformité avec la loi. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais on s'est tu. Pourquoi? Mais parce que la conformité à la loi est devenue comme un véritable casse-tête. C'est devenu comme un véritable casse-tête. Si on applique la loi s'agissant du PCT, je vous en donnerai les conséquences tout à l'heure. Mais alors, le constat a été fait que le président de la République ne peut pas être président du parti. On fait comment? On fait comment? Et je crois que c'est à partir de là, à notre avis, que nous devons regarder et considérer un certain nombre de choses. Mais nous constatons tout simplement que rien, absolument rien n'a été fait. Donc nous avons ce cas. Le cas que nous allons maintenant examiner, c'est celui de la conformité des partis à la loi, notamment à la loi 20-2017 du 12 mai 2017 relative aux partis politiques. Bien évidemment, par rapport à cette loi, le ministère de l'Intérieur a pris beaucoup de textes en 2018, en 2020, et de publier à chaque fois la liste des partis qui sont reconnus. À chaque fois, nous avons réagi. À chaque fois, nous avons saisi le ministère de l'Intérieur sur le fait que la plupart des partis qui étaient sur ces listes n'étaient pas conformes à la loi.
Mais ça, on avait toujours choisi le silence total. Et cette année, on a sorti l'arrêté 1726 barre MID barre CAB du 30 juin 2025, où on a fait apparaître près de 42 partis. Tout à l'heure, je vous ai évoqué le cas de l'APC pour dire que si on passe en revue parti par parti, on démontre que la quasi-totalité de ces partis n'est pas en conformité avec la loi. Et il y a eu un remous, parce qu'il y avait des partis comme les nôtres qui avions des récépissés, qui avaient des récépissés depuis 91, etc., qui n'étaient pas reconnus. Alors que on a déjà dit clairement que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif, etc. On a écrit plusieurs fois au ministère de l'Intérieur. Mais en fait, c'est pas ça qui l'intéresse. Il s'agissait en fait d'une démarche visant à exclure certaines personnalités et certains partis politiques de l'animation de la vie politique congolaise. Ce n'est pas sérieux. Et devant ce remous qu'il y a eu, le préfet directeur général de l'administration du territoire nous a reçus, nous qui avions, dit-on, les partis non reconnus, pour nous dire, en fait, vous n'êtes pas sanctionnés, vous n'êtes pas avertis, vous n'avez pas été blâmés, vous n'êtes pas suspendus, vous n'êtes pas dissous, vous pouvez mener vos activités. Mais faites tout. Et c'est ça le point central. Faites tout pour que vous deveniez conforme à la loi. Je crois que c'est ce que tout le monde essaie de s'efforce à faire, certainement. Et nous avons répondu au préfet directeur général de l'administration du territoire. Dans notre réponse, nous allons juste prendre une partie que nous allons reprendre ici. Nous avons porté à sa connaissance que le Parti congolais du travail n'était pas conforme à la loi, que le président de la République n'était pas en conformité avec la loi. Et on lui a posé la question, que faisons-nous? Cette question, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas trouvé de réponse. Mais en plus de cette question que nous avons posée, lorsque nous sommes sortis de là, nous avons mené une enquête. Cette enquête se mène par rapport aux dispositions de la loi sur les partis, notamment l'article 11, qui dit clairement que les partis doivent avoir des membres et des sièges dans chaque département. Notamment l'article 26, qui dit que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et je fais allusion à l'article 31, qui dit qu'en cas de violation des lois en vigueur par un parti ou par un groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend le parti concerné et ordonne la fermeture provisoire de ces lois. Pourquoi ce n'est pas appliqué? Le ministre de l'Intérieur, la loi s'est faite pourquoi? Pour traquer ceux que vous n'aimez pas voir dans ce pays, ceux que vous considérez comme opposants, ceux qui disent franchement qu'il n'est pas question qu'on continue avec cette idée de conservation du pouvoir et qu'il faut, puisque vous avez refusé l'alternance démocratique, vous dites maintenant que indéfiniment il y a un homme de défier. C'est inacceptable et véritablement intolérable. Où sommes-nous? Alors, quand on a fait l'enquête, on a réalisé que la quasi-totalité de ces partis n'était pas en conformité avec la loi. Mais on a proposé au ministre de l'Intérieur de retirer son arrêté. Parce que lui, semble-t-il que, à travers son préfet directeur général de l'administration du territoire, envisageait un additif. Mais est-ce qu'on peut faire un additif à quelque chose qui est faux? Quand on est dans le faux et l'usage de faux, est-ce qu'on peut faire un additif à quelque chose qui est faux? Et c'est là où on progresse, parce que je donne quelques chiffres. 10 partis n'avaient aucun siège hors Brazzaville. 10 partis. 11 partis n'avaient qu'un siège dans un seul département. Et je peux continuer, pas pour choquer les frères. Mais si je prends par exemple l'UPADES, j'ai eu à le dire lors du dernier webinaire, mais si je prends rien que l'aspect relatif à la déclaration du patrimoine, mais j'en conclus que l'UPADES n'est pas en conformité avec la loi. Et mon frère et ami Tchatima Bialassé, qu'il a été nommé en 2018, et il a essayé de faire une déclaration en 2021, vous voyez bien que ce n'est pas conforme à la loi. Parce que la Constitution dit que la déclaration de patrimoine doit se faire lors de la prise de fonction. De 2018 à 2021, ce n'est pas conforme à la loi. Je ne suis pas un juriste, mais d'après le peu de rudiments que j'ai du droit, ce n'est pas conforme à la loi. Je peux ajouter le cas du ministre Nsaï également. Mais il y a eu un remaniement
en janvier 2025. Est-ce que les membres du gouvernement se sont... Non. Donc, on est dans une situation où si on fouille bien, le PCT, l'UPADES, Yuki, l'APC, ils ne sont pas conformes à la loi. Je vous en cite déjà 4 là, sur les 42 qui ont été cités. Alors, pourquoi vous voulez faire croire que vous devez rouler les Congolais tous les jours dans la farine et que même lorsque vous n'êtes pas en conformité avec la loi, vous voulez vous imposer pour écraser les gens? Est-ce que vous croyez que toujours et toujours les gens vont l'accepter? Non. Non. Et j'attire l'attention des gouvernants, surtout du ministre de l'Intérieur. Vous êtes mis à nu. Changez de façon de faire. Cette vision de dire le chien aboie, la caravane passe. Il faut que vous arrêtez avec ça. Ce n'est plus admissible. Ce n'est plus admissible. Et c'est là, à partir de ce problème, sur la conformité à la loi, mais que nous revenons au vrai problème. Et ce problème, nous l'adressons maintenant au président de la République, conformément à ses attributions, notamment au fait qu'il doit veiller au bon fonctionnement des institutions. Et nous répétons, et nous allons le répéter plusieurs fois, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Monsieur le président de la République, qu'est-ce que vous devez faire? Votre ministre de l'Intérieur, qui semble-t-il, parce qu'il est membre du bureau politique du Parti congolais du travail, ne peut certainement pas sanctionner le PCT. Mais j'apprends que cette loi qui a été votée a été préparée par le ministre Mboulou, votée au Parlement. Et comme le président du Sénat aime à le dire, la loi est votée pour être exécutée. Et qui doit l'exécuter? Donc je me tourne vers le président de la République pour dire, peut-être que pendant longtemps, on a cru que les Congolais ne découvriraient pas tout cela, mais les Congolais l'ont découvert. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et monsieur le président de la République, vous avez prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Il faut faire respecter la Constitution en ce qui concerne le Parti congolais du travail. L'autre volet de la conformité à la loi, mais c'est le cas du président de la République. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Que faisons-nous? Que devons-nous faire? Alors moi, je dis pour le PCT, nous avons déjà fait des propositions. Assez souvent, on dit l'opposition, on nous traite d'opposition radicale, mais nous ne sommes pas opposition radicale. Des gens qui se reposent sur des arguments de droit comme ça sont dans l'opposition radicale, mais ils sont liés à la légalité. Nous avons déjà proposé que l'arrêté plutôt 1726, barre MID, barre CAB, du 30 juin 2025, il doit être retiré. Une commission doit être mise en place pour faire le point et regarder parti par parti qui figure sur cette liste, pour que l'on en tire les conclusions et qu'on dégage de cette liste tous ceux qui ne sont pas conformes à la loi, pour qu'ils aillent eux aussi se conformer à la loi. Et le disant, je me repose sur l'article 15 qui dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne doit être avantagé ou désavantagé par rapport à sa condition familiale, par rapport à son origine ethnique, etc. Par rapport à sa condition, ses convictions politiques, religieuses, philosophiques. Les choses sont claires. Et nous sommes là. Et si on appliquait la loi, le PCT ne ferait pas ce qu'il est en train de faire. Parce que tout ce que le PCT fait, c'est hors la loi. Et je rappelle dans ce que je vous ai dit, lorsque monsieur le président Denis Sassou Nguesso a intervenu en tant qu'opposant en 92, qu'est-ce qu'il a dit? J'insiste pour dire que nous n'accepterons jamais que soient organisées des élections hors la loi. Mais vous voulez nous amener vers des élections hors la loi. On fait comment? Maintenant, pour ce qui concerne le PCT, mais prenons la loi, elle est claire, l'article 31 est clair. Je l'ai déjà évoqué. En cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend. Ce n'est pas Mierassa qui l'a écrit, moi je n'ai pas été au Parlement. Mais alors, où est votre difficulté à appliquer la loi? Mais il faut l'appliquer pas seulement pour le PCT, pour tous les partis qui sont dans cette situation. Et monsieur le président de la République
Clément Mirassa avec le Rassemblement des forces du changement, nous sommes prêts à apporter notre contribution dans une commission qui pourrait être mise en place pour faire ce travail. Nous sommes disponibles. Alors, comme ça, on découvre qu'au niveau du Sénat, de l'Assemblée, on vote des lois, on ne les respecte pas, on ne suit pas l'exécution, et on fait quoi? Et on fait quoi? Maintenant, il y en a qui posent la question, mais si on applique la loi, on suspend le PCT, mais on ne va pas s'arrêter. Si on applique la loi au PCT, on suspend le PCT, le Sénat tombe, l'Assemblée nationale tombe, et on convoque une rencontre que vous pourrez appeler sous les noms que vous voulez, pour que les Congolais se retrouvent et qu'ils examinent l'avenir de ce pays. C'est ça, d'autant que l'on insiste sur le fait que la loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et je l'explique pour que les Congolais comprennent. Parce que souvent, on m'attaque pour dire que je ne devrais pas dire que le président n'est pas en conformité avec. Mais c'est un constat de droit. Et je dis, en tant que citoyen, le président de la République est un citoyen. Et il faut qu'il respecte les dispositions de la Constitution, qui est considérée dans beaucoup de pays comme un texte sacré qu'on ne peut pas violer. Donc, au niveau de ce qu'on devrait faire, les choses sont suffisamment claires. Maintenant, au niveau du président de la République, je vais épingler juste quelques aspects. Je prends l'aspect de la déclaration du patrimoine. Est-ce que ça peut se rattraper? C'est aux institutions de regarder. Parce que la déclaration de patrimoine se fait le jour de la prise des fonctions. La dernière fois que le président a pris les fonctions, c'était le 16 avril 2021. Il y a plusieurs années, on s'approche de la prochaine élection. Que fait-on? Le deuxième aspect, le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et j'ajoute, le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, transparente, démocratique et crédible et apaisée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des questions qui devraient être regardées, même au sein du Conseil national du dialogue. Les gouvernants n'en veulent pas. C'est leur volonté. Ils ont choisi de conserver le pouvoir, quel que soit. Mais les Congolais veulent de la paix. Ils apprennent qu'on achète les armes, tout ça. Eux, ils n'ont pas d'armes. Ce qu'ils veulent, c'est la liberté. Et pour eux, c'est la force publique qui doit assurer leur sécurité sur l'étendue du territoire national. Je crois qu'il faut qu'on regarde. L'autre aspect que je peux épingler, parce que je ne vais pas faire toute la liste. Mais on doit arrêter de protéger les responsables des scandales des crimes économiques et financiers. Tout à l'heure, j'ai parlé du FIDA. Mais on peut parler des 14 000 milliards. On peut parler des Panama Papers. On peut parler des malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture. On peut parler des détournements à la crève. Mais les dossiers sont tellement nombreux. On peut parler des 160 milliards, soi-disant, qui ont été détournés au ministère de la Santé et de la Population. Comment on fait? Est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on peut au moins agir pour récupérer cet argent? Là, je parle de la situation au niveau du président de la République. Et je vais tomber sur le dernier point. C'est le respect par le président de la République du serment qu'il a prêté devant la nation et le peuple congolais. Celui de respecter et de faire respecter la Constitution d'une part, et d'autre part, de garantir la paix et la justice à tous. Lorsque j'ai parlé du conseil politique qui est parti à Paris, j'ai été très ému lorsque je l'ai entendu dire que ceux qui sont en délicatesse peuvent rentrer au pays. Lui, il prend sur lui d'assurer leur protection. Mais je retourne à la présidence. Que faisons-nous du cas de Jean-Marie Michel Moukoko et d'André Okombi-Salissa, pour lesquels les voix, y compris au niveau des Nations Unies, y compris au niveau du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en France, et dans plusieurs autres pays, et à l'intérieur du pays, les voix se sont élevées pour demander la libération. Et à chaque fois, on dit, c'est des prisonniers de droit commun. Mais ceux qui ont volé, qui ont détourné, que vous laissez libres, pourquoi vous ne les enfermez pas? Tout simplement parce que vous considérez que c'est des obstacles à la conservation du pouvoir. Et ça, il faut que les Congolais le relèvent et le sachent correctement.
Voilà, chers téléspectateurs, c'est pour ça que je vais passer à la conclusion pour dire la chose est claire. La conformité à la loi est un véritable casse-tête pour les gouvernements congolais. Et aujourd'hui, les Congolais doivent savoir que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Mais je pense que les gouvernants et les dignitaires du PCT devraient prendre le courage de l'expliquer à la population. On ne peut pas parler de paix et continuer à gérer ce genre, excusez-moi, à gérer ce genre de situation. Je crois qu'il faut. Je crois qu'il faut qu'on prenne le courage de régler toutes ces questions. Et j'exhorte le président de la République à regarder cette situation. Et je lui dis, avec beaucoup d'humilité et de modestie, les Congolais savent que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et les sachant ici, ils savent que le Parti congolais du travail aurait dû et doit être sanctionné. Et que le fait d'observer un curieux silence, un mutisme devant cette situation pose beaucoup de problèmes à beaucoup de Congolais. Et ça fait partie de ce que nous autres nous considérons comme les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée. Nous avons besoin dans notre pays à la fois du courage et de la volonté politique de faire avancer un certain nombre de choses. Mais il faut que nous avancions. Aujourd'hui, le problème est là. Nous reviendrons un peu sur les aspects de la gouvernance électorale et sur d'autres aspects. Nous reviendrons sur ces problèmes aussi longtemps que les partisans du pouvoir, avec leurs alliés, rentrent en campagne pour défendre des choses sans dire aux Congolais la vérité des choses. Nous nous efforcerons à dire aux Congolais quelle est la vérité des choses. Et je crois que les Congolais qui voyagent beaucoup, ceux qui ont l'habitude d'avoir des contacts avec les autres pays, comme les réseaux sociaux sont suivis de partout, je suis sûr et je suis convaincu qu'ils sont régulièrement interpellés par cette situation. Et ça n'honore pas du tout notre pays. C'est une situation extrêmement grave. Et il ne faut pas qu'on continue à penser qu'il y a une portion des Congolais qui peuvent se permettre, selon leur volonté, d'écraser d'autres Congolais et de ne pas se conformer à la loi. C'est pour ça que je conclue ce problème en disant le problème de la conformité à la loi doit être résolu. Parmi les premiers gouvernants, les premiers acteurs qui doivent penser à le régler, il y a le ministre de l'Intérieur qui est chargé de la gestion des partis, mais qui en plus, semble-t-il, s'incruste dans la gestion et dans la préparation de l'organisation des élections. Ce que nous ne voulions pas, parce que nous, on a toujours réclamé la tenue d'une commission nationale électorale véritablement indépendante, qui aurait le contrôle de tout le processus, depuis les opérations préparatoires jusqu'à la publication des résultats. Donc, chers téléspectateurs, c'est sur ça que je termine mon propos. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que le samedi 27 septembre à 18h, nous serons en webinaire avec Clément Mierassa qui fera un exposé webinaire et qui s'efforcera à répondre à toutes les questions. Chers téléspectateurs, c'est par là que je termine notre émission. Et je pense que samedi prochain, si Dieu le veut, excusez-moi, on est là, le pays est laïque, mais moi je suis catholique. Si Dieu le veut, je crois que nous pourrons avoir le samedi prochain à la fois une émission grand angle et à la fois le webinaire à 18h. Donc, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous à samedi prochain. Je crois qu'on sera le samedi 27 septembre. À bientôt et merci.